bienvenue au Cercle de presse. Ce matin, petite mise en situation. Ce que nous avions demandé à la base, c'est de faire un débat avec les candidats à la mairie à Saguenay. Monsieur Jean Tremblay, le maire sortant, a refusé de participer à un débat. À ce moment-là, nous avons approché les deux candidats pour avoir des rencontres individuelles et après négociation, monsieur Jean Tremblay a refusé finalement de se présenter au cercle de presse. Et donc, pour ne pas pénaliser l'autre candidat, M. Paul Grimard, eh bien, nous le recevons ce matin. Donc, formule habituelle, une petite déclaration et ensuite, on aura un échange avec les journalistes. Vous me faites signe et je prends vos noms. Alors, M. Grimard, la parole est à vous. Merci, Mme Lancette. Bonjour. Je vous remercie de me recevoir à nouveau. La dernière fois, c'était au mois d'avril. À une courte déclaration, il n'y aura pas de débat. Vous le savez maintenant. Et moi, je vais vous présenter sommairement notre plateforme, que vous connaissez déjà pour la plupart, et qui, en fait, comporte deux grands volets. Premier volet, renouvellement de la plateforme sociale entre les élus et la population. Et deuxième volet, redonner un air de prospérité à Ville-de-Saguenay. Le premier volet, vous le comprenez, concerne la vie démocratique à Saguenay. Il faut la renouveler, donner le droit de parole aux citoyens, ce qui implique une restructuration du cabinet du maire, une revue du rôle de l'exécutif et ramener le droit de parole aux élus. Ce qui implique également un changement majeur au niveau du mode de comportement. Ramener l'éthique à Saguenay, éviter les conflits d'intérêts, éviter les contrats gré à gré, etc., etc. Alors ça, c'est le premier volet qui, je pense, est fondamental. Si on ne respecte pas les règles du jeu, c'est difficile de pouvoir ensuite rendre des comptes à la population, comme on ne le fait pas. Deuxième volet, prospérité économique. La population de Saguenay est en déclin, elle vieillit, et le revenu moyen à Saguenay a diminué au cours des 10 dernières années. Les études récentes en témoignent. Il faut ramener Saguenay sur la voie de la prospérité. Il faut revoir, entre autres, le mandat de promotion Saguenay. Revoir le mandat, revoir son mode de fonctionnement, revoir ses budgets, revoir sa mission. Fondamentalement. Je vous rappelle qu'en 2011, il y a 7 millions de dollars qui ont été transférés et dépensés, grosso modo, à la promotion Saguenay, et en 2012, 11 millions, pour lesquels on n'a pas de reddition de compte, pour lesquels on ne sait pas précisément ce qu'on a fait avec l'argent. On ne voit pas non plus quelle est la stratégie que suit Promotion Saguenay. Quels efforts on fait pour aider les PME locales, pour tirer profit des centres de recherche et des institutions d'enseignement sur la ville de Saguenay? Comment on est branché aux grands réseaux nationaux et internationaux pour attirer ici des entreprises et créer de l'emploi, créer de la richesse? Prospérité, ça veut dire aussi un petit peu qualité de vie. Qualité de vie à Saguenay, pour le moment, la priorité des priorités, c'est les infrastructures qui ont été laissées pour compte au cours des 10 dernières années. Il n'y a pas eu d'argent. L'étude d'HEC en témoigne. On est 1 sur 10, mais dans le fond, on est le pire sur 10. On est la ville qui en dépense le moins pour ces infrastructures, alors que le territoire de Saguenay est aussi grand que l'île de Montréal au complet. Ça ne peut pas durer. On peut se demander quel héritage on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. D'autres en ont fait mention de façon beaucoup plus éclatante. Nous, ce qu'on dit, il va falloir consacrer un budget minimal de 30 millions de dollars par année au cours au moins des 5 prochaines années pour essayer de se rattraper et se mettre à niveau. Quand on dit se mettre à niveau, là, c'est pas juste la surface, c'est le ventre aussi qu'il faut soigner. Il va falloir le faire. La vie culturelle, la prospérité, la vie culturelle, la vie sportive. Je pense qu'il y a des organismes à Ville de Saguenay qui cherchent à se relocaliser depuis des années. On en a relocalisé une, l'école de danse. Les autres sont laissés pour compte. Il va falloir faire quelque chose de tangible, de réel. Il y a des projets qui ont été présentés, mais ces projets-là sont restés pour le moment sur la tablette. Il faut y revenir. Prospérité, la dette. La dette de Saguenay a atteint un niveau record. 500 millions de dollars, 499 millions de dollars plus précisément au 31 décembre 2012, et j'ose pas avancer de chiffres pour la fin de l'année 2013. Mais avec ce que vous voyez, qui s'est réalisé au cours de l'année,
les places de citoyens, les petits camions jaunes qui se promènent partout, la bibliothèque, entre autres. Là, ça chiffre à millions. Je pense qu'il va falloir reprendre un petit peu le contrôle et s'assurer qu'on a les moyens de se payer ce qu'on veut se payer, mais on va commencer par ce qui est prioritaire et on ira à l'accessoire pour la suite des choses. Alors voilà, je pense que j'ai à peu près complété mon 5 ou 8 minutes et je vais me prêter à vos questions si vous le voulez bien. Merci. Alors, première question, François Saint-Gelais, suivi de, manifestez-vous, Jocelyn Robert. Il reste à peu près 2 semaines à la campagne. Sur quoi maintenant vous allez... Comment allez s'articuler votre campagne maintenant d'ici la fin? Sur quoi vous allez miser? Qu'est-ce qui est prévu pour accrocher les gens et puis pour terminer la campagne en force de votre côté? Nous, on va garder le cap. On a une plateforme électorale, on a des projets dans notre plateforme électorale. On va continuer à les présenter et à les expliquer aux citoyens et espérer qu'ils saisissent notre message et nous appuient. On n'a pas à faire de virage à 180 degrés. À date, on constate sur le terrain que notre message est bien reçu et les gens insistent pour nous dire à quel point c'est nécessaire de procéder à un changement à Saguenay. Alors, on va continuer dans ce sens-là et à leur dire comment le changement va s'effectuer. Justement, M. Grimard, vous parlez de votre plateforme, de vos projets. C'est difficile d'associer votre parti à un projet concret. Quand on pense au maire Jean Tremblay, dans cette campagne-ci, il nous parle beaucoup de sa ville universitaire. Vous, ce serait quoi le projet global sur lequel on pourrait dire, voici l'équipe du Renouveau démocratique, c'est ce qu'il propose aux citoyens? C'est vrai que mon adversaire n'a parlé d'aucun projet, d'aucune plateforme, d'absolument rien. C'est toujours le même discours. Attendez de voir, vous allez voir comment ça va être beau. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas non plus comment ça va coûter. Par ailleurs, apparemment, et là, il dit une chose et son contraire, il ne m'écoute pas parce qu'il me trouve ennuyant. Comment est-ce qu'il peut me trouver ennuyant s'il ne m'écoute pas? Je n'ai pas compris, là. En tout cas, c'est un problème. Nous, on en a un beau projet. Prospérité de la ville. 30 millions de dollars par année, ça crée combien d'emplois, ça? C'en est un projet. C'est peut-être pas flamboyant, hein? C'est peut-être pas une belle piscine, une belle fontaine à 630 000 ou des fauteuils espagnols à 45 000. Mais c'est des projets concrets et c'est des projets structurants. Améliorer la qualité de vie des citoyens dans les parcs, c'est pas rien. Installer un système de taxibus à Saguenay, c'est un projet. Mais c'est pas des projets pharaonesques. Ça, c'est certain. Oui. Monsieur Jocelyn Robert, suivi de Denis Lapierre. M. Grimard a amené un sujet assez rapidement dans le débat. On n'a pas souvent le temps d'en parler, mais la culture, vous voulez ramener la prospérité à la ville. De mon point de vue, il y a des retombées importantes au plan social, même économique, de la culture, du secteur des arts professionnels. C'est quoi votre vision de Saguenay dans 5 ans ou 10 ans, compte tenu de son poids important qu'on occupe régionalement? Si vous avez noté dans notre programme, on veut faire l'inventaire des besoins au niveau de l'activité culturelle pour les prochaines années et se faire un plan pour répondre à ces besoins-là de façon ordonnée, annoncée et évaluée en termes de coûts. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Il y a des besoins qui sont plus immédiats. On va tenter d'y répondre rapidement. Et nous, ça s'inscrit un petit peu dans l'objectif de redonner une deuxième vocation au patrimoine architectural qu'on a sur le Saguenay. Je pense ici également au patrimoine religieux. Alors, je pense que ça peut bien se marier pour relocaliser certaines activités culturelles, entre autres, par exemple, l'école de musique, par exemple, pour donner cet exemple-là. L'école de danse, quant à elle, a eu une subvention qui a été annoncée récemment. Mais la peinture, les arts graphiques, etc., je pense que ça, les besoins demeurent. Denis Lapierre, suivi de Bertrand Tremblay. Il y avait beaucoup d'attentes, sans doute, du côté du parti au sujet de la réunion d'hier, de l'Assemblée d'hier. On semblait laisser croire que ça pourrait être un point tournant de la campagne. Il y a eu, 250, 300 personnes. C'est pas énorme dans une campagne électorale en cours.
surtout avec le nombre de candidats, avec une équipe comme celle-là. Est-ce que vous pensez avoir, avec cet événement-là, réussi à créer un retournement par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, avec le sondage, là? Moi, je n'ai pas assisté à la même assemblée que votre collègue, là. Parce que 200 personnes, là, pour moi, il est arrivé à 6h moins quart, mais la réunion a commencé à 7h10. Il aurait dû être là à 7h10. Il y avait au moins 500 personnes hier soir. On avait placé 600 chaises, et moi, je le vois là. Il y avait une petite section à ma gauche où il y avait quelques sièges de libre, et il y avait des gens à l'arrière. Alors, il y avait au moins 500 personnes. Un virage, je pense que des virages, il y en a eu plusieurs pendant la campagne. Il y en a eu d'abord en pré-campagne. Je pense qu'en pré-campagne, on le considérait comme une quantité négligeable. Le RD ne lèvera pas, hein, la gang du vieux poil. On fait partie maintenant du décor médiatique. On a 18 excellents candidats, plus le candidat à la mairie. On a une plateforme électorale où vous avez la politesse et la délicatesse de nous écouter et de nous inviter et de reporter généralement correctement ce qu'on dit et ce qui se passe. Alors moi, ça m'encourage. Et je pense tous les candidats, on va continuer dans la même voie jusqu'à la fin. Le 500 personnes, de toute façon, le mal est fait, hein? Même si on corrigeait le chiffre, parce que le chiffre est entièrement faux. Puis il y a même un de vos collègues qui est ici présent ce matin qui peut en témoigner. Le mal est fait. Les gens vont rester avec l'impression que, mais malheureusement, c'est faux. Comme plusieurs de nos activités ont été fréquentées, les gens sont venus, répondent bien. Bon, si on rapporte autre chose, c'est pas mon problème. Bertrand Tremblay, suivi de Thomas Verville. M. Grévin, vous avez dit dans votre premier discours, le premier aliment là, au Montagnais, là, que si les contribuables avaient été le citoyen moyen, c'est-à-dire le propriétaire d'une résidence, avait été pas surtaxé. Par contre, le commerce puis l'industrie, je ne sais pas si vous incluiez à ce moment-là la grande industrie, avait été pénalisée par des augmentations annuelles de 9 à 11 %. De 8 à 11 De 8 à 11 %, ça fait 100 au bout de 10 ans, ça. Ça fait plus que ça. Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec d'autres villes? Si vraiment Saguenay était pénalisé en comparaison, c'est-à-dire les commerces et les PME étaient pénalisés en comparaison avec celles des autres municipalités comparables? Je voudrais préciser que c'est dépendant de l'industriel ou du commercial et dépendant de l'arrondissement, c'est de 8 et 11 % par année depuis 10 ans. Alors, c'est-à-dire, on ne peut pas le dire parce que si c'est composé, ça fait plus que ça. Mais ça, c'est une question mathématique, là. Quand vous m'amenez dans des questions techniques comme ça, là, je retrouve mon petit chapeau là, de professeur d'université. Puis j'aime autant le laisser de côté ce matin. On n'a pas fait de comparaison précise avec les autres villes. Mais en valeur absolue, par exemple, on peut voir quels sont les impacts au niveau de l'économie. Je vous ai dit tout à l'heure, les revenus à Saguenay diminuent, les taxes des commerçants et des industriels augmentent. Une taxe pour un commerçant ou un industriel, c'est une hausse de coût. Qu'est-ce qui arrive? Il va le refléter, évidemment, dans ses prix ou il va diminuer son profit. À la limite, s'il diminue trop son profit, il va disparaître. D'ailleurs, on voit au centre d'achat certains commerces qui se sont relocalisés parce que les hausses étaient trop importantes. Bon. Au niveau de l'industrie, là, on fait face à la concurrence internationale. On peut penser que notre industrie est implantée, elle est ici depuis des décennies, aucun problème. Mais la concurrence internationale, c'est vif, c'est sournois et c'est dangereux à court, moyen et long terme. Si on prend ça à la légère, on va en payer le prix. Novelis n'a pas fermé pour rien. Je ne voudrais pas qu'il arrive de Novelis trop souvent sur le territoire de Saguenay. MDF, c'est un autre cas. C'est un cas de demande plus que de cas de subvention, de facilité de paiement. Bon, mais alors, moi, je pense que c'est une donnée qui doit être prise en compte très sérieusement ici dans la région et plus particulièrement dans la métropole de la région. C'est excessif comme hausse. Et c'est un petit peu inexplicable dans le sens où, trouvez-moi au Québec une ville de la taille de Saguenay qui a 3 alumineries, une papetière, une usine de produits de transformation de métaux, ferrosilicium,
une base militaire, des barrages privés, mais aussi appartenant à la ville, et qui croulent sous les dettes. C'est absolument inadmissible. On devrait être une ville prospère, comme on l'était d'ailleurs il y a 10 ans. Rappelez-vous. La ville a hérité d'une dette de 169 millions de dollars. Il y a eu la récession, c'est vrai. Il y a eu des fermetures d'usines, c'est vrai. Mais on a augmenté la dette à au-delà de 500 millions de dollars, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est une situation qui a commencé malheureusement à donner des effets extrêmement négatifs, mais qui, si elle se prolonge, va nous amener dans un mur. Monsieur Grimard, comment est-ce que vous expliquez qu'après 16 ans, on pourrait parler d'usure du pouvoir, on pourrait parler de plusieurs dossiers controversés, les taxes municipales qui étaient erronées dans plusieurs cas cette année, des procès dans lesquels a été entraîné Jean Tremblay, des rapports ministériels qui blâment son administration, celle de Promotion Saguenay aussi. Comment vous expliquez que malgré tout ça, la population se tourne encore vers Jean Tremblay et ne semble pas vouloir vous donner le mandat que vous voulez? Moi, je parlerai au passé, ne se tournait. se tournait encore vers Jean Tremblay. Moi, je pense que c'est en train de changer, ça. Non, mais M. Grimard, il suffit de faire des vox pop pour voir que les gens massivement encore veulent voter pour M. Tremblay et les derniers sondages démontrent ça aussi. Vous pensez vraiment que vous allez gagner? Bien, c'est sûr. Je suis très confiant que la population va nous appuyer et qu'on va avoir la victoire le 3 novembre. Le vrai sondage, c'est le 3 novembre, pas avant. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain, tous les jours, dans tous les arrondissements, centres d'achat, foyers de personnes âgées, rencontrer des jeunes, toute génération confondue, et c'est pas le message que j'ai. C'est pas une personne ou deux qui font un vox pop, à mon humble avis. Il faut en rencontrer beaucoup. Maintenant, les gens, parfois... Vous savez, il y a eu un climat de peur à Saguenay. Hein? Les gens n'osent pas parler de peur, de représailles. C'est pas drôle, là. On est en démocratie. Et les gens nous le disent. On ne peut pas trop s'afficher. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. Ça va changer. Pour le reste, moi, je fais confiance. Est-ce que les gens avaient un choix qui pouvait leur plaire aux dernières élections? Peut-être pas suffisamment. Nous, on arrive, on a un programme articulé, basé sur les attentes de la population, basé aussi sur la réalité de la ville, où elle est maintenant et où on veut l'amener. Je pense que ça attire l'attention de la population et ça va aller chercher leur adhésion. Thomas Verville, suivi de Roby Saint-Gelais. Oui, M. Grimard, dans le dernier sondage, on a vu qu'il y avait un grand pourcentage d'indécis pour les... il reste moins de 2 semaines, là, mais est-ce que vous allez marteler le même message pour essayer de convaincre ces gens-là indécis parce que vous considérez que vous avez semé le doute dans leur tête ou vous allez approcher d'une autre manière pour les 2 prochaines semaines? Le sondage, c'est très loin pour moi dans le passé, là. Et rigoureusement, quand on a 30 d'indécis, 9 qui refusent de répondre, le 3 me fait bien rire, lui. Le 3 qui disent qu'ils n'iront pas voter, ça voudrait dire qu'il y aurait 97 des gens qui vont aller voter. Il y a un petit biais là-dedans, là, statistiquement, là. Moi, je n'aurais pas tiré de conclusion, vous pouvez être certain. Je me serais gardé une petite gêne, comme on dit, là, traditionnellement. Alors, moi, le sondage, je pense que c'est un incident de parcours, mais méthodologiquement, là, très discutable. Okay? Puis j'ai les bases théoriques pour le sondage. Il y a quand même un grand pourcentage d'indécis. Je pense que vous le mettez en votre faveur là, à la sortie de ce sondage-là, donc oui. Par rapport aux indécis. Par rapport aux indécis, on va continuer à présenter notre plateforme, nos projets, ce qu'on veut faire, changement de climat, et c'est là-dessus, je pense, qu'on va rejoindre les gens et qu'ils vont nous retrouver. Roby Saint-Gelais, suivi de Laval-Gagnon. Monsieur Grimard, que pensez-vous c'est un article qui est paru ce matin dans le Journal de Québec, des dépenses reliées aux décorations de Noël. On parle de 250 000 $ pour les 2 dernières années. Alors que si on compare avec des villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières, c'est beaucoup moins dispendieux, en bas de 100 000 $. Que pensez-vous de ces chiffres-là? C'est esthétique au moins. Mais c'est comme ça à la ville de Saguenay, hein? Les milliers de dollars, là, 700 000 $ pour un spectacle gratuit donné à des firmes extérieures de la région, 10 millions de dollars ici, 250, pas grave. On a de l'argent, mais à Poussou, l'argent, c'est ce que je déplore. Puis si on se compare, bien là, on a encore plus de raisons de se désoler. Laval-Gagnon, suivi de Denis Lapierre.
Votre adversaire est maire sortant. Pour les élections de 2005, 2009 et même 2013, a voulu maintenir le statu quo sur la carte électorale en dépit des stipulations très précises de la loi électorale. Et à chaque fois, il a obtenu une dérogation exceptionnelle du ministre lui-même. Et pourtant, toutes les autres villes du Québec ont réformé depuis les fusions la carte électorale parce que chaque carte avait ses distorsions. La nôtre en a beaucoup, des distorsions. On peut même la qualifier d'antidémocratique sur ce plan-là parce qu'il y a 14 des 19 districts qui ne respectent pas les normes de la loi. 14 sur 19, c'est plus de 75 Puis il y a un autre exemple qui démontre à quel point les écarts sont à peu près inimaginable. Le plus bas district électoral cette année, en 2013, j'ai vérifié hier, 1993 électeurs, et le plus haut, 8900. C'est 5 fois plus d'électeurs. Donc, le poids d'un électeur par rapport à un autre est absolument disproportionné. Pour la prochaine élection, la loi stipule que dès 2016, c'est pas long, c'est 2 ans après avoir été élu, la Ville devra enclencher le processus de janvier 2016 et aura jusqu'au 31 mai pour faire une vraie réforme, la proposer aux citoyens. Est-ce que vous engagez, vous, à respecter la loi électorale et donc à enclencher ce processus-là ou faire comme votre adversaire, demander une dérogation parce que vous devez le faire si vous ne voulez pas toucher à la carte électorale en vertu des délais de la loi elle-même? M. Gagnon, on est devant une situation de fait. On est en 2013. Il y a une élection qui est déclenchée. Il y a 19 districts. On présente 18 candidats dans 19 districts. Et ça, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est la règle du jeu. S'il y aura un nouveau conseil, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière. Pour le moment, ce n'est pas un enjeu de la présente campagne. Vous ne vous engagez pas à respecter la loi. C'est bien ce que je comprends. Quand on sera en poste, on envisagera les choses au fur et à mesure. Monsieur Grimard. Je n'ai pas d'engagement à prendre aujourd'hui. On est en campagne électorale. Il y a 19 districts. Est-ce que vous il y a reconnaissez 19. Pas qu'il y a des Je distorsions reconnais dans qu'il la y a des distorsions. Mais la solution aux distorsions, ce n'est pas une équation. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière. Monsieur Grimard, si Jean Tremblay avait été ici aujourd'hui, je lui aurais posé la même question. J'aimerais que vous me disiez là, la plus grande qualité du maire Jean Tremblay et son meilleur coup à la Ville. La plus grande qualité du maire Jean Tremblay, je pense qu'il y a une assez bonne facilité avec les médias. C'est pour ça, là, il y a une capacité de récupération. Il va dire un jour ils sont contraires, ça va avoir l'air vrai. J'ai une qualité, là. Ah, mais excusez-moi. On a toujours les qualités et ses défauts, hein, que voulez-vous? Alors, ça, c'est son meilleur coup. Moi, je pense que c'est les barrages. Mais j'étais là. Merci. Denis Lapierre, suivi de Bertrand Tremblay. Ce matin, sur les ondes de Radio-Canada, il y avait cette nouvelle sur les travaux d'aqueduc du côté de Chipcha. Il y a un problème de connexion actuellement. Il y a des citoyens qui s'inquiètent. Il y a la candidate Julie Dufour aussi qui se demande si on n'est pas en train d'assister à des travaux de maquillage, c'est-à-dire qu'on a des travaux qui sont faits mais qui ne sont pas conformes. Un problème de grosseur de tuyaux, raccordement de bonnes fontaines et tout ça. On va savoir ce que vous pensez justement de ces travaux-là qui, selon la candidate, semblent être faits en période électorale. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la façon dont on gère justement les travaux publics à Saguenay, là, en général, et dans ce cas-là en particulier? Je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais 10 ans sans à peu près rien faire, on se réveille en campagne électorale, les petits camions jaunes sortent de partout, puis là, on patch. Alors, si ça, c'est une solution, moi, je pense qu'on a oublié un petit peu la gestion de projet, la planification, et qu'on y va, là, de façon improvisée aujourd'hui, parce que ça fait bien de le faire en campagne. Mais des problèmes comme ça, il y en a partout sur le territoire. Alors, si on s'était préoccupé de ces choses-là dès 2002 et qu'on avait travaillé de façon structurée, peut-être que ça ne surgirait pas d'un peu partout aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que nous, on propose de mettre en place un programme de mise à jour, de mise à niveau de nos infrastructures
sur une période d'au moins 5 ans, et j'ai chiffré 30 millions de dollars, mais il va falloir préciser ce chiffre-là de façon beaucoup plus approfondie. Bertrand Tremblay, suivi de François Saint-Gelais. Depuis que le maire Jean Tremblay a reculé devant son intention de déménager le monument Presse au carrefour giratoire, tout ce qu'on voit au carrefour giratoire est reculé évidemment devant les historiens Russell puis Gérard Bouchard. Depuis ce temps-là, le carrefour giratoire, il y a toutes sortes de décorations plus ou moins originales, là. Est-ce qu'on va finir par faire du carrefour giratoire un véritable... Parce que c'est le carrefour, c'est le rond-point le plus fréquenté. L'arrivée de... Il faudrait avoir quelque chose de permanent. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que, selon la suggestion de Gérard Bouchard, de faire un monument, par exemple, en hommage aux Amérindiens et aux femmes? Nous, en fait, ce qu'on voudrait proposer, c'est un monument plutôt en hommage aux institutions religieuses qui ont bâti la région. C'est plus dans ce sens-là qu'on irait. On fera un concours, et je pense qu'elle mérite d'avoir une reconnaissance officielle. Je pense que c'est l'endroit idéal pour ça. C'est une sorte d'engagement. Oui. On l'a dit d'ailleurs, c'est pas nouveau, là. On l'a dit ça. Mais je pense que c'est nécessaire de reconnaître un petit peu tout le travail qui a été réalisé au plan de l'éducation, au plan de la santé, par les communautés religieuses. Puis je pense que ce serait un bel hommage à leur rendre et un bel endroit aussi pour leur rendre cet hommage-là. Puis vous auriez un bon budget pour ça, parce qu'il y a 250 000 $, comme dit mon confrère, qu'on vient d'annoncer, ça a coûté pour et le gros avantage, M. Tremblay, ça ne serait pas récurrent. François Saint-Gelais, suivi de Catherine Delisle. C'est votre première campagne électorale. Je me demandais qu'est-ce que vous retenez de l'expérience jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous marque peut-être de cette expérience-là jusqu'à maintenant? Il y a deux choses. Premièrement, les règles du jeu. Le non-respect des règles du jeu. Ça me choque. Moi, j'ai toujours respecté les règles du jeu dans ma profession, dans l'exercice de ma profession. Puis malheureusement, là, je pense que... Et c'est un petit peu un corollaire, là. Les moyens inégaux. Mais c'est correct. On l'accepte. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a 500 personnes dans une salle, on en rapporte 200. Bon, le mal, on se corrigera, mais le mal est fait. L'ERD, vous êtes nouveau, pensez-vous de battre le maire? Il n'y a pas de politiciens qui ne sont pas indélogeables. On a qualifié mon adversaire d'indélogeable. Hein? Mais en connaissez-vous des politiciens qui sont indélogeables? Je ne connais pas, moi. Même nos plus grands politiciens, là, ceux qu'on admire encore aujourd'hui, bien, ils sont indélogeables. Mais là, on a décidé que notre flamboyant n'était pas délogeable. Bien, moi, je dis qu'il l'est délogeable. Maintenant, si on se campe à vouloir penser qu'il ne l'est pas, sous prétexte d'un sondage un peu là, discutable, moi, je n'embarque pas là-dedans. Ça me déçoit. Vous avez parlé de vos candidats dans les districts. C'est une course sans précédent parce qu'il y a vraiment un nombre incroyable de candidats cette fois-ci dans les districts. Dans certains, il y en a 5, 6, jusqu'à 7 même. Bon, on peut l'analyser et dire que il y a un vent de changement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter, mais c'est peut-être pas nécessairement à votre avantage. Comment vos candidats, justement, de l'ERD peuvent gagner dans les districts où le vote sera divisé entre, des fois, 6, 7 candidats? Bien, dans tous les cas d'espèce, moi, je pense qu'il y ait beaucoup de candidats, c'est un signe d'une démocratie vivante. Et ça, c'est bon. C'est vrai que s'il y a 4 ou 5 candidats dans un district, la lutte est plus difficile. Mais là, c'est aux candidats à travailler et surtout à avoir un message à présenter, une substance de message à présenter, un programme, une plateforme. Nos candidats en ont une plateforme. Ils ont un programme. Ils font partie d'une équipe. Moi, je suis très heureux là, de pouvoir dire on a réuni 18 candidats. Le 19e, on n'en a pas présenté et j'ai expliqué pourquoi. Puis je suis très, très à l'aise avec notre décision. Pour le reste, moi, je pense que c'est... ce que j'espère, le résultat réel que j'espère, c'est que ça incite les gens à aller voter. Il y a des gens qui ont été courageux, ils se sont présentés devant les électeurs, ils font un effort
pour aller chercher leur attention. Maintenant, c'est la réponse qui est importante, le vote. Et si la démocratie est vivante, on va le voir au jour du vote par le pourcentage de participation. Bien, justement, on est à 2 semaines du vote. Sur 18 candidats, combien est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont rentrer dans le jargon? Ah, mais non, 18, c'est évident. Monsieur Grimard. Je ne peux pas répondre d'autre chose, Mme Plamondon. Peut-être que les gens à Saguenay veulent dans quelqu'un les districts, de réaliste. la question était dans les districts. À la mairie, je pense que c'est acquis, hein, on le sait, là, c'est moi, là, c'est évident. Mais soyez réaliste, là. Combien vous en voulez, minimalement, que vous pensez qu'ils vont rentrer? Une réponse là, claire, nette et précise, le maximum. Vous faites bien dans la langue de bois, hein? Bon, je pense que c'est du français, là. Mais non, honnêtement, je ne peux pas répondre parce que je vais être obligé de reprendre l'argument que j'ai utilisé tout à l'heure. Il n'y a pas de sondage. Alors, on ne peut pas le savoir. Mais on espère. Les indications qu'on a sur le terrain, c'est pas facile partout. Par exemple, vous voulez que je sois plus réaliste, je vais changer de discours. Un candidat qui s'est présenté à la date limite, c'est évident que c'est plus difficile que l'autre qui est en campagne depuis le mois de mai. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne peut pas gagner, mais ça peut être plus difficile. Est-ce que c'est moins pire? On va s'en Catherine Delisle. Monsieur Grimard, est-ce que votre parti est là pour rester indépendamment du résultat des élections? C'est clair. C'est clair et quel que soit le résultat, la dynamique ne pourra plus jamais être la même à Ville de Saguenay. Ça, c'est certain. Mais la plupart du temps, si la présidente me le permet, lorsque les gens se présentent et puis qu'ils ne sont pas élus, on ne les revoit plus au conseil de ville. Alors, c'est pour ça que je vous posais cette question. Oui. C'est parce que votre question est hypothétique. S'ils ne sont pas élus. Bien sûr. Bon, alors, mais s'ils sont élus, bon. Ceux qui seront élus, incluant moi-même, là, mais posons l'hypothèse que je n'étais pas élu. Okay? Ce qui n'arrivera pas, mais posons-le l'hypothèse, je pense que ça va aller dans le sens de votre question. Les candidats de l'ARD qui vont être élus, forcément, vont être perçus comme l'opposition. Forcément, vont avoir acquis un droit à poser toutes les questions et à exiger des réponses. Alors, on ne pourra plus les bâillonner, on ne pourra plus les gérer avec la menace. Ça, c'est clair. Évidemment, comme c'est moi qui vais être élu, ça va être beaucoup plus facile de réaliser notre programme et d'implanter les changements qu'on veut faire et de ramener Saguenay sur la voie de la prospérité. Ça répond à vos questions, Mme Delisle? Oui, mais ça ne me dit pas si vous, par exemple, en admettant que on ne vous élit pas, allez-vous venir aux séances du Conseil? Est-ce que vous allez suivre le déroulement des assemblées? Est-ce que vous allez talonner le maire qui sera là? Bien, vous savez, je n'ai pas de colistier. Alors, ce que sera mon rôle par après, dans une hypothèse peu probable, je le répète, on verra. On est une équipe, on va en discuter et on verra pour la suite des choses. Je serais bien tenté, par contre, à penser à retourner à la retraite. Mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas envisagé de perdre. Or, quand on se présente en politique, il faut envisager qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. C'est certain. C'est la première chose que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, ma fille, à partir du moment où tu es candidat, tu peux gagner, mais tu peux perdre. Mais ça, c'est la population qui décide. Moi, j'ai confiance que la population va nous suivre. Jocelyn Robert, suivi de Bertrand Tremblay et Denis Lapierre. Oui, M. Grimard, vous nous disiez tantôt entre les lignes que vous avez connu l'administration Tremblay de l'intérieur en coulisses. Pas en coulisses. De l'intérieur comme consultant, peut-être? Comme conseiller en gestion, oui. En quoi cette expérience-là vous a convaincu de déloger Jean Tremblay comme candidat? Ça n'a aucun lien. Et de toute manière, j'en parlerai pas. Les mandats que j'ai faits pour la Ville, à partir du moment où moi, je remets mon rapport à mon client, le rapport appartient à mon client et je ne peux pas en parler, sauf s'il me libère de mon devoir de confidentialité. Comme citoyen, par ailleurs, et je vous ferai remarquer que ça aurait fait 5 ans, moi, que j'étais à la retraite au mois de juin si je n'avais pas présenté ma candidature. Alors, les 5 années, là, je n'étais pas lié du tout par une relation d'affaires avec la Ville. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, sort
Ça m'a décidé. Et il y a d'autres gens qui se sont chargés de me convaincre, là, disons. Mais ça m'a décidé à dire non, ça a assez duré, il faut que ça change. L'endettement, la hausse des taux de taxes, le climat qui règne à la ville, les pratiques d'affaires, le rôle de promotion Saguenay, moi, je pense que ça a atteint des niveaux là, où ça ne peut plus continuer, et c'est ma motivation. Et c'est la motivation de ma candidature. Bertrand Tremblay. Pour le reste. Alors, poursuivons dans cette réflexion-là. M. Grimard, vous reprochez souvent au maire de dire que le meilleur est à venir sans préciser davantage. Vous, de quelle façon vous percevez l'avenir de Saguenay? Quelle ville elle va devenir? À l'heure actuelle, on sait que c'est une sorte d'agglomération urbaine, hein, parce qu'on parle encore des centres-villes un peu partout. Alors, c'est pas une seule ville. À l'heure actuelle, c'est plusieurs villes réunies dans une fusion forcée. Mais est-ce que vous percevez le prolongement de cette ville-là de cette façon-là? Enfin, on va demeurer encore avec les mêmes villes, mais il va y avoir un chapeautage, une sorte de cadre c'est-à-dire administratif. En fait, moi, je voudrais qu'on passe de 3 arrondissements à une ville les 3 arrondissements. Culturellement, là, ça pourrait être un changement assez important. Pour le faire, il y a des moyens. Il y a le plan d'urbanisme. Actuellement, le plan d'urbanisme n'est pas tellement respecté et favorise un étalement urbain. Il est prévu la possibilité de développer 614 000 espaces à Ville de Saguenay. C'est 4 fois la population actuelle. Vous voyez que ça serait un étalement urbain tous azimuts. On veut freiner ça. Pas l'interdire, là, hein, qu'on n'amène pas dans des extrêmes, là. On veut revitaliser les centres-villes, les réurbaniser, ramener de la population et des occupants, ce qui va ramener des commerces d'appoint dans les centres-villes. On veut revoir les réseaux du transport en commun. Le pôle central de Ville de Saguenay, il n'est plus sur la rue Racine, il est maintenant beaucoup plus autour de Costco. C'est pas normal que 10 ans après la fusion, quelqu'un qui veut aller de la baie à Jonquière doive passer par le centre-ville de Saguenay. On doit revoir les réseaux. C'est des éléments intégrateurs comme ça qui vont faire qu'on va passer de 3 arrondissements à une ville et 3 arrondissements. Il y a des éléments complémentaires des arrondissements les uns par rapport aux autres. Il faut développer ces éléments complémentaires-là et non pas diviser. Donner un petit bout à un, puis après ça, taisez-vous pour 3 ans, puis donner un petit bout à l'autre. Non. Je pense que ça prend un plan d'ensemble qui va faire en sorte que les arrondissements vont se sentir intégrés à une ville et non pas l'inverse. Au niveau de l'environnement, il y a des choses à faire. Saguenay n'a pas de bilan sur les émissions de gaz à effet de serre. Par où on commence si on veut ensuite travailler sur l'environnement? Ça ne fait aucun sens. Il faut faire quelque chose à ce sujet-là. Alors, je pense que si, dans 4 ans, les citoyens de Saguenay avaient le sentiment d'appartenir à une ville d'abord et ensuite à leur arrondissement, s'ils avaient le sentiment de participer à la vie démocratique de leur ville et non pas se faire rabrouer à chaque fois qu'ils posent une question, si les élus avaient l'impression, pas seulement l'impression, mais avaient la possibilité d'amener au conseil de ville ce que les gens leur demandent, les attentes qu'ils expriment et obtenir des réponses, si on cessait d'être tout simplement un organisme, la ville, le cabinet du maire, Promotion Saguenay, un organisme de propagande, mais un lieu de discussion et de recherche de consensus, un lieu, dans le cadre de Promotion Saguenay, de développement de l'entreprise, de collaboration avec les centres de recherche, de mécanismes pour attirer chez nous des entreprises créatrices d'emplois, je pense que moi, je serais très heureux de mon bilan à ce moment-là. Denis Lapierre, suivi de Laval-Gagnon. M. Grimard, la ligne de parti, bon, l'élection a eu lieu, il y a 3, 5, 8 conseillers. 18 conseillers. Là, ça serait plus facile, là, disons. Mais il y a quelques conseillers qui sont élus. Ça va fonctionner comment? Actuellement, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émises de votre part et d'autres personnes aussi concernant le fonctionnement actuel du conseil, conseil univoque souvent. Est-ce que la ligne de parti va être une ligne de parti rigide pour les conseillers qui seront là? Est-ce qu'il y aura possibilité de dissension, d'opinion personnelle? Est-ce qu'on sera astreint à une certaine discipline de parti? Moi, j'aurais tendance à dire possibilité et nécessité.
si on veut une discussion, du choc des idées jaillit la lumière. Alors, je pense que les gens vont avoir le droit d'exprimer leur opinion. C'est souhaitable qu'ils le fassent de façon ordonnée, de façon respectueuse, de façon polie, dans le cadre d'une discussion qui est encadrée. Là, c'est pas l'anarchie, là. Mais une ligne de parti au niveau municipal, c'est pas la même connotation qu'au niveau provincial ou fédéral. Il n'y a pas de grand débat de société au niveau municipal. C'est un gouvernement de proximité. Alors, l'éducation, la santé, c'est pas vraiment du domaine. Il y a des impacts, il y a des conséquences, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment. Une municipalité donne des services, s'assure du développement, de la prospérité de la ville, d'abord et avant tout. À l'intérieur de ça, je pense que tous les points de vue sont bienvenus de façon constructive. Ça va jusqu'où? Ça veut dire quoi? Ça va jusqu'où? Jusqu'où que la démocratie le permet. Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer dans la mesure où c'est fait avec respect du point de vue des autres. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de dire, là, tu as dit ça, tu n'avais pas le droit de le dire, c'est pas ça qui est écrit. On va se parler, là, puis on va se comprendre. C'est sûr que ça peut paraître très nouveau et très innovateur. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas. Mais ça existe ailleurs et ça fonctionne. Alors, ça peut fonctionner ici aussi. Un modèle pour vous de maire au Québec, ce serait qui? Il y en a plusieurs. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec M. Blackburn. M. Blackburn était un homme qui savait où il voulait aller et qui le faisait en respect selon les règles de la démocratie. M. Lallier à Québec. Évidemment, la mairesse de Mégantic, Mme Laroche, est un exemple. Là. On dit que l'occasion fait l'homme. Dans ce cas-là, c'est doublement vrai. Hein? La femme, je te ferais dire. Moi, c'est des exemples. La charte des villes qui a été publiée par un groupe de sages, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses dans ça dont on doit s'inspirer. Je vais essayer d'être un modèle moi-même, là, en respectant ce qu'on a dit qu'on ferait. Et si je vous demandais votre défaut, là, le côté de votre personnalité que vous avez à travailler? Des fois, je suis un peu direct, je l'avoue. Je suis un peu spontané. Je l'admets, mais j'apprends à me contrôler. J'aime pas la fourberie. Ça me répile. Laval-Gagnon, suivi de Bertrand Tremblay. Oui, je voudrais revenir sur la question de Bertrand tantôt concernant l'avenir de Saguenay. En principe, une ville, naturellement, doit construire sur ses forces. Et on constate depuis la fusion que Saguenay est la seule grande ville qui a connu la fusion, qui a 5 ou 6 centres-villes, ou à peu près, là, et que même dans son schéma d'aménagement, son plan d'urbanisme, elle ne se reconnaît pas un centre-ville principal. C'est une aberration. Quand on constate encore plus que dans les faits, le moindre observateur, ça n'a pas été complété par des statistiques, on n'a pas un portrait documenté, mais on le constate sur le terrain, que les forces socio-économiques ont fait qu'il y a un centre-ville de cette ville-là, qui est le centre névralgique socio-économique, évidemment à partir du centre de l'ancien centre-ville de Chicoutimi, mais avec l'hôpital, l'université, tout le secteur de ce qu'on appelait habituellement les centres commerciaux, ça s'est développé. Il y a un centre névralgique. Et il n'est pas reconnu. Il y a comme un déni dans l'approche de la ville, dans la documentation, pour des motifs, on peut les comprendre, on parle des autres centres-villes, tout le monde a droit à se développer, mais il n'en demeure pas moins que les forces socio-économiques naturelles ont fait qu'il y a un vrai centre névralgique et ces tendances-là sont assez lourdes. Comment vous allez gérer ça sur le plan politique, là, c'est cette chose-là? Parce que de toute façon, il faudra bien... La ville n'est pas vraiment intervenue pour urbaniser ce centre-ville-là, ce nouveau centre-ville-là. Il suffit de se promener à pied ou en vélo ou essayer aller en automobile puis de passer d'un secteur à l'autre. C'est une aberration complète. Mais il faudra donc que la ville intervienne d'une façon ou de l'autre. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Bien, moi, d'abord, on part d'un historique. C'est une fusion de villes. Et historiquement, il y avait des centres-villes. On ne peut pas balayer ça du revers de la main. Hein? Il faut tenir compte de cet historique-là. Pour la suite des choses, je pense que c'est dans une philosophie de dire une ville, 3 arrondissements, qu'on va voir comment les choses vont se faire. Bien, elles doivent se faire sur une base consensuelle,
à partir de ce que les gens expriment et voient. Je ne vois pas, moi, que demain matin, le maire de Saguenay décide, à partir d'aujourd'hui, le centre-ville, c'est là. Non, non. Il y a une dynamique qui se développe. Il y a un historique, je le répète. Il y a des forces dans les différents arrondissements. Il faut accentuer sur ces forces-là et développer l'élément de complémentarité, comme je l'appelle. Vous dites qu'il y a une concentration de services dans l'arrondissement de Saguenay. Il y a un hôpital à la baie, il y en a un à Jonquière. Il y a un cégep à Jonquière également. Il y a une salle de spectacle à Jonquière également. Alors, moi, je pense qu'il faut voir comment... il y a un projet sur la table qui était intégrateur des 3 arrondissements, c'était le projet Camp. Le projet Camp, quand il avait été conçu, évidemment, il était localisé à Jonquière, dans l'arrondissement de Jonquière. Mais il desservait l'ensemble de la population. Il fallait voir les horaires qui étaient prévus et les clientèles qui étaient visées pour comprendre que c'était un projet pour l'ensemble de ville de Saguenay. Ça me plaît. Il faut voir, il faut penser historique, il faut penser avenir, il faut penser réalité du moment, mais il faut le voir dans un plan global. Je ne peux pas vous donner le résultat que ça pourra être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là, mais je pense que si on le fait en tenant compte des attentes du milieu, en tenant compte des forces, en tenant compte des caractéristiques particulières à chacun des milieux, en accentuant les éléments de complémentarité, je le répète, je pense qu'on va arriver à un résultat harmonieux. Est-ce qu'on va réinventer le modèle de la ville? Peut-être. Moi, je ne suis pas là, catégorique de dire qu'il y a toujours eu un centre-ville, maintenant il y aura toujours un centre-ville. Dans les grandes villes où il y a des arrondissements, dans chaque arrondissement, il y a un grand centre-ville ou un mini-centre-ville, mais il y a une concentration. Et c'est bien, hein? C'est bien. C'est pas nécessaire que les gens partent de Jonquière pour aller au centre d'achat à la baie, là, et vice-versa. Il faut réduire autant que possible le déplacement. Il y a des concepts en urbanisme à ce sujet-là. Je ne suis pas très expert pour les décrire, mais je me suis renseigné quand même. Et si on peut éviter les déplacements, que les gens aient dans leur environnement les services de base dont ils ont besoin, on améliore la qualité de vie. Bertrand Tremblay, suivi de Roby Saint-Gelais. Monsieur le primeur, expliquez-moi pourquoi le grand sujet à l'heure actuelle de débat à Québec avec Régis Labaume, c'est la caisse de retraite des employés municipaux de Québec. À Montréal, c'est à peu près la même chose et dans la majorité des villes comparables. Comment se fait-il qu'à Saguenay, on a éludé complètement ce problème-là? Il paraît que c'est signé. Est-ce qu'on a une ville idéale sur le plan de la caisse de retraite, puis on peut dormir, et le contribuable peut dormir sur ses 2 oreilles? Il va faire des cauchemars. Le déficit actuariel du fonds de retraite à Saguenay était de 122 millions en 2011 et 112 millions en 2000. Et ça c'est fonction des hypothèses qu'on fait, hein. C'est des calculs actuariels. Alors, il y a une question de probabilité, de taux de rendement qu'on utilise. C'est assez complexe. Mais il y a un problème au-dessus de 100 millions à Saguenay. Et ça, il n'est pas réglé. Ce qui a été réglé, c'est les retraites futures. On a augmenté les contributions des employés encore en poste et des contributions de la Ville pour les retraites futures. Alors, normalement, si tout se passe bien, ceux qui vont prendre leur retraite à partir de maintenant, on aura les fonds pour payer les retraites qui sont prévues. Pour le passé, il n'y a rien de réglé. Et là, c'est un fichu de problème parce que la loi ne permet pas à une ville de renégocier les allocations de retraite. Alors, il faut qu'elles soient payées telles qu'elles ont été négociées. Il y a 2 manières de le payer. C'est pas compliqué, là, il y en a 2, là. Soit qu'on génère des surplus et qu'on comble les déficits actuariels, on parle de 100 millions, ou soit qu'on augmente les taxes. Quelle option vous pensez que je vais privilégier? Et pour ça, il faut dégager des marges de manœuvre. On ne peut pas le cacher, ce problème-là, là. Il est là. Aussitôt qu'on parle de dette, puis de taxes, puis d'argent, on dirait qu'on démobilise les gens. Mais on l'a. Quand je dis qu'on s'en va dans un mur si on ne fait rien, là, vous en avez un exemple. 100 millions de dollars là, pour une population qui contribue quand même, là, qui n'est pas de 148 000. Il y a des enfants et des gens qui ne contribuent pas là-dedans. C'est de l'argent, vous savez. En dépit du fait qu'on a déjà j'enlève le 100 millions, là, qu'on a déjà 400 millions plus ce qu'on va devoir emprunter en 2013, en dépit du fait qu'on a augmenté les taxes considérablement, en dépit du fait que la population diminue, puis en dépit du fait que les revenus moyens ont diminué.
Moi, je veux bien qu'on dise que tout va bien, mais vous voyez que ça ne marche pas. Il y a des bouts qui manquent à l'équation, là. C'est tannant d'être obligé de dire ça, vous savez. Moi, j'aimerais bien ça, là, me réjouir, jouer du violon, tout va bien, le meilleur est à venir. Mais c'est pas ça, la réalité. Puis vous faites bien de le souligner, M. Tremblay. Le 112 millions, il est là. Il est incontournable. Puis il y a 2 solutions. Il y en a une que je ne veux pas voir. Mais pour ne pas la voir, il faut générer des surplus. On en a des priorités, hein? Infrastructure, fonds de retraite. Puis on va continuer à faire des constructions somptueuses, fabuleuses. Il est reparti encore un matin, là. Moi, c'est sûr que ça fait bien électoralement de promettre des beaux mirages. Mais on n'a pas le moyen. Dites-le. Moi, je peux le dire, je peux le crier, mais j'ai juste un micro. M. Grimard? Et si on le fait pas, je m'excuse, là, si on le fait pas, tôt ou tard. Et ça, là, je vous le dis, là, puis je ne vais pas faire... il y en a de l'argent à Saguenay mal utilisé. Moi, c'est la base de mon raisonnement. Mais s'il fallait que les taux d'intérêt connaissent une hausse importante à moyen terme, vous imaginez que le problème il prendrait toute une ampleur. Alors, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas crier au loup, mais il faut se préoccuper de nos affaires et s'en préoccuper maintenant. Sinon, ma génération va payer, mais je n'ai pas hâte de voir ce que mes enfants et mes petits-enfants vont payer, puis les vôtres aussi. Alors, en garde. Vous avez fini? Je ne voudrais pas vous recouper une autre fois. Non. Le premier geste que vous allez poser, si vous êtes élu maire, ce sera quoi? Premier geste, moi, je veux savoir, financièrement, quelle est la situation de la ville. On va sortir tout ce qu'il y a dans les placards. Et puis, je veux le savoir. Exactement. Ce qui est latent actuellement est considéré comme dette à court terme qui devrait être convertie en dette à long terme. Je veux avoir le chiffre exact. Je veux savoir nos marges de manœuvre très rapidement et commencer à s'en servir. Réduire les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Cabinet du maire, là, il y a 6 personnes qui sont libérées. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Là? Ça ne marche plus au cabinet du maire? Il était trop. Je me pose la question un petit peu là. Alors, ça, c'est des choses comme ça qui vont changer rapidement. La mise en place du plan à 4 et 5 ans, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on va le faire dès 2014. Dernière question, Roby Saint-Gelais. M. Grimard, que pensez-vous, même l'équipe de l'ERD, de l'implantation future peut-être d'un soccer dome à Saguenay? Les associations régionales de soccer ont décrit un peu ce problème-là parce qu'ailleurs au Québec, il y a plusieurs villes comparables à Saguenay qui possèdent cette infrastructure-là. Et ça nuit un peu finalement au développement du soccer élite dans la région. Les joueurs sont obligés évidemment de s'entraîner en gymnase, ce qui est beaucoup trop petit évidemment quand on joue au soccer. Et même de s'exiler à Québec pour jouer des parties dans les soccer domes. Donc, que pensez-vous? Est-ce que Saguenay ou même l'ERD envisage l'implantation d'un soccer dome? Que pensez-vous de ce projet-là? On m'a contacté au sujet. J'ai pas fermé la porte, mais il faut voir. D'abord là, on s'entend pas où on devrait l'avoir. Est-ce que ça devrait être à Jonquière? Est-ce que ça devrait être à Saguenay, l'université, le cégep de Jonquière? On va commencer par voir comment les gens s'entendent. Ensuite, combien ça peut coûter? Et à quel moment on pourrait le faire sans hypothéquer les marges de manœuvre qu'on veut dégager. Mais en principe, c'est un beau projet, comme le camp est un beau projet. Alors, je ne peux pas être contre la vertu, là. Maintenant, on ne peut pas tout se payer. Alors, on va voir. Si c'est possible de le faire, il y a un projet à la Kenogami, il y en a un également à la baie. Alors, il faut voir. Il faut essayer d'articuler ça pour répondre aux attentes des citoyens sans toutefois, là, s'enliser davantage dans nos problèmes financiers. Il y a eu des constructions d'arénas, mais je veux dire, c'est peut-être avoir un équilibre aussi en certains espaces. Que vous trouvez quand même que c'est important, des fois, de donner. Il y a eu la construction d'arénas, je parle à l'UQAC, même la rénovation du centre Georges Vézina qui s'en vient. Est-ce qu'un équilibre entre les espaces est important pour vous? L'équilibre. Mais il faut bien choisir. Pas juste du maquillage. Aller aux besoins de fond. Et le faire, encore une fois, là, d'une façon planifiée. Qu'on sache où on s'en va. On ne peut pas le faire parce que ce matin, électoralement, c'est payant. Ça ne marche pas. On gère. Quand on gère, il faut planifier. Puis ensuite, il faut agir. Il faut tenir compte des contraintes qu'on a. Si on n'a pas de contraintes, ça va bien. Moi, donnez-moi $1 milliard, je vais aller sur la Lune. On ne l'a pas. Bertrand Tremblay, vous avez droit à une petite question.
si nous avions eu un débat, si ce matin vous aviez votre adversaire devant vous et que notre présidente vous permettait de poser des questions à votre adversaire, quelle est la question que vous lui poseriez? C'est une bonne question. Dormez-vous bien le soir? Je pense qu'il y aurait de la misère à me répondre. Non, plus sérieusement, là, expliquez-moi la situation financière de la Ville en détail, puis je vais l'avertir. J'ai des sous-questions. Il va me trouver tannant. L'information erronée, moi, j'en ai marre. Regardez, il nous dit hier, on a juste à vendre les barrages, puis on paye la dette au complet. Un barrage au Québec, ça ne se vend pas. C'est un monopole d'État. L'État donne un droit d'exploiter un barrage à l'échéance du bail de 2 choses l'une. Ou bien on renouvelle le bail, ou bien on rétrocède le barrage. 1. 2. Il nous crie « Extraordinaire les barrages, 178 millions sur 40 ans. » Le million dans 40 ans, là, il ne vaut pas 1 million aujourd'hui. Je voudrais voir comment il calcule son 178 millions. 500 millions de dettes. 178, 500 millions. Comment est-ce qu'on fait pour payer toute la dette? 1, on ne peut pas le vendre, puis 2, les chiffres ne marchent pas. Expliquez-moi ça. Je ne suis pas vite, mais il va me l'expliquer longtemps, je vous jure. Alors ça, c'est le genre de question que j'aimerais poser. Pourquoi on n'a pas l'information à Promotion Saguenay? Pourquoi vous refusez un débat? Pourquoi vous cachez des choses aux citoyens? Pourquoi vous les rabrouez quand ils vous posent une question? Pourquoi les conseillers n'ont pas le droit de parler? Pourquoi tous les pouvoirs sont concentrés à l'exécutif? Est-ce que je continue? Bien, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Pourquoi vous n'avez pas laissé votre place après 16 ans? Pourquoi vous n'avez pas appliqué la même règle que vous souhaiteriez? Vous avez souhaité que M. Blackburn a appliqué à l'élection de 96? 16 ans, on développe des mauvaises habitudes. Pourquoi Promotion Saguenay ne fait pas sa job? Pourquoi on dépense 2 250 000 à la baie pour, en tout cas? Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous entendre avec Résolus pour le terrain? C'est assez. OK. Merci beaucoup, M. Grimard. Merci à tous. Bonne journée.